Merci encore, bienvenue à tout le monde. Docteur Girard, surtout bienvenue à vous. Docteur Girard, Docteur Jacques Girard, qu'on connaît déjà depuis quelques mois, nous, dans le Living Lab, parce qu'on a entretenu des discussions fort intéressantes avec lui. Quelqu'un qui nous apparaît très ouvert d'esprit, très chaleureux, qui a une connaissance profonde, je crois, des enjeux évidemment, de santé publique au sens large, mais évidemment, surtout là, par ces temps-ci, de la gestion de pandémie. Je pense qu'il prend la pandémie en région rurale très à cœur. Docteur Girard est donc spécialiste en santé publique, est au professeur à l'Université Laval, mais dirige, je crois, vous êtes directeur du programme de santé mondiale à l'Université Laval. Vous avez été impliqué dans plusieurs organisations internationales en santé publique. Vous êtes intéressé aux inéquités, en santé à tous les niveaux. Donc, évidemment, on va parler un peu de la santé rurale. Il y a donc des inéquités, comme Dr Girard le sait, entre les régions rurales et urbaines. C'est pour ça qu'on a fait un Living Lab, pour réduire les inéquités rurales urbaines dans un milieu, puis essayer de voir si ça peut pas être reproduit dans deux milieux, dans plusieurs milieux, en fait. Donc, Dr Girard, comment allez-vous aujourd'hui et bienvenue? Je vais très bien, Dr. Fleet. C'est un plaisir finalement de participer à cette activité-là, là, parce qu'en fait, il y a vraiment un beau rayonnement du Living Lab qui est un fleuron, je pense, qui mérite d'être davantage connu, je pense, dans notre communauté à la fois universitaire, mais aussi notre communauté de praticiens qui travaillent de près ou de loin avec les personnes qui vivent des problèmes de santé à tous les niveaux. Donc, comme vous le mentionniez tout à l'heure, ben, c'est certain que au Québec, on a la chance d'avoir un système public de santé qui est relativement accessible, mais on se rend compte qu'en fait, cet élément d'accès n'est pas acquis pour tout le monde, pour tous les groupes de notre société. Et je pense que c'est peut-être là où le Living Lab fait peut-être une différence par cette approche ou cette démarche qui se veut réflexive, de se dire, bien, comment on pourrait justement faire encore mieux, même si on est finalement relativement chanceux d'avoir ce système-là que beaucoup d'autres pays dans le monde, malheureusement, n'ont pas. Et on le voit avec la pandémie actuelle, comment ça prend pas grand-chose pour effectivement finalement perdre le contrôle sur une situation comme telle. Alors, c'est certain que un des enjeux auxquels on a à faire face au Québec actuellement et dans le reste du Canada, c'est vraiment de nous assurer de protéger nos concitoyens, particulièrement les plus vulnérables. Donc, évidemment, ça touche, en raison des caractéristiques du virus actuel, les personnes de 70 ans et plus et même de 60 ans et plus, là, quand on regarde les complications hospitalières. Ça touche aussi la capacité de protéger notre système de soins aussi, puisqu'il n'est pas illimité. Faut quand même comprendre qu'on est relativement créatif au Québec et je pense que même si on devait accroître notre capacité en termes de lits pour répondre à des contextes pandémiques comme celui qu'on connaît actuellement, je pense qu'on arriverait avec des solutions, mais il reste qu'on veut protéger ce système-là pour les impacts aussi sur l'ensemble des problèmes de santé que vit notre population. Parce que la COVID, c'est une chose, mais ce qu'on vit par ailleurs par rapport à notre santé, ben évidemment, c'est autre chose. Et finalement, ce qui est quand même aussi au cœur de nos préoccupations comme médecins, c'est aussi une préoccupation citoyenne de préserver finalement je dirais la vie socioculturelle, la vie socio-économique, donc notre organisation sociale finalement, pour éviter qu'elle sombre justement là, dans le chaos finalement, parce qu'on voit dans certains pays des débordements sur lesquels on reviendra tout à l'heure, là, mais des débordements par rapport au couvre-feu en Europe notamment, des débordements parce que les gens qui se font vacciner aux États-Unis se sentent invincibles et décident de retourner à ce qu'ils faisaient avant, mais peut-être même encore plus intense, ce qui n'est pas une bonne idée dans le contexte actuel. On pourra en reparler également. Donc, pour toutes ces raisons-là, la cohésion sociale, ça part avec ce que j'appellerais un arsenal institutionnel fort
ce qu'on a réussi à construire avec les années et dont on peut être fier, mais en même temps, ça peut être effectivement fragilisé par des contextes comme celui qu'on vit. Merci, Dr. Girard. Dr. Girard, dans ce stage-là, comme Karen a dit, il y a cinq si on veut, piliers. Évidemment, un des piliers, c'est la pandémie, la gestion de pandémie en milieu rural. Et un des autres piliers, c'est vraiment le leadership. Et la santé publique, c'était vraiment, à mon point de vue, là, vous étiez les enfants pauvres de la médecine. OK? Donc, vous faisiez un travail vraiment important sur le terrain, mais vraiment dans l'ombre. Et là, vraiment, il y a eu beaucoup de coupures dans votre domaine, de ce que je comprends. Et là est arrivée la pandémie et vous avez été pris là-dedans comme 24/7. Ça devait être, sur le plan du leadership, vraiment quelque chose de stressant pour vous et toute votre équipe. Comment pouvez-vous nous dire quelque chose? Ça, c'est le volet un peu wellness dans lequel je saute. On va parler aussi de leadership par rapport à ça. Comment vous êtes senti là-dedans, être pris? Parce que nous, on voyait rentrer les cas à l'urgence. Évidemment, je suis médecin d'urgence. On a eu, comme on dit, la chienne. On sait quoi faire avec des patients avec des problèmes de ventilation. On a quand même eu très peur. Tous les milieux ruraux nous ont dit qu'ils ont eu la peur de leur vie, peur de manquer de personnel, peur de manquer de ventilateurs, pas être capable de faire les procédures adéquatement, pas avoir assez de transferts. Mais vous, comment vous êtes senti dans le feu de l'action puis dans un rôle de leadership là-dedans, Dr. Girard? Personnellement. Oui, ben, c'est certain que de façon générale, c'est vrai qu'on est passé un peu je dirais, de l'ombre à la lumière finalement, parce tous les projecteurs finalement sont braqués sur nous depuis déjà presque un an. Là. Je pense qu'on est vraiment, on n'était pas habitué à ce genre je dirais, de regard-là de la société en général. Les gens ont appris que il y avait tout un dispositif, finalement, par rapport à des approches populationnelles là, qui étaient vraiment là, mais qui n'étaient pas visibles nécessairement et qui, finalement, nous, on s'est habitué beaucoup à travailler avec justement cette capacité d'accompagner nos collègues cliniciens, notamment. Vous savez que une des caractéristiques de la santé publique au Québec, c'est justement cette espèce de maillage très, très, très serré qu'on a avec d'abord les médecins cliniciens, d'une part, parce qu'on pense juste aux maladies infectieuses, on pense aux menaces à la santé en général. On est rapidement, finalement, en lien avec beaucoup, beaucoup de collègues. D'ailleurs, dans la direction de santé publique, nous avons énormément de médecins de tout horizon. On a des pédiatres, des psychiatres, qui sont comme des consultants, donc des experts qui viennent prêter main forte justement à notre capacité d'accompagner leurs confrères, leurs consoeurs dans des environnements, quelquefois où il y a des enjeux justement de santé publique. Parce que ça touche évidemment des personnes, mais ça touche aussi souvent rapidement des collectivités, là. Et c'est là justement où le leadership de la santé publique est un leadership finalement qui était plutôt discret, mais qui a dû finalement je dirais, devenir beaucoup plus explicite au niveau des enjeux qu'on avait. Parce que je dirais, un des éléments par lequel un bon leadership devrait s'exprimer, c'est d'abord la capacité de communiquer, la capacité d'éclairer. Donc, cet élément de transparence, notamment, qui fait un peu défaut, je dirais, par rapport à notre profession en général en médecine, parce que on n'apprend pas sur les bancs d'une faculté de médecine nécessairement à communiquer d'une manière que monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre finalement ce qu'on leur dit. Comme médecin, souvent, dans une relation patient-médecin, souvent, on voit comment ces enjeux-là de littératie, donc de comprendre ce qui est important en termes de décision. On parle de plus en plus de décisions partagées, justement, c'est pas un hasard. Je vous dirais que la santé publique, c'est un peu la même chose. C'est qu'à partir du moment où on arrive finalement à s'adresser à un large public de manière peut-être aussi quelquefois segmentée, puisqu'il y a une hétérogénéité, une diversité incroyable au sein de notre société, ce qui est fabuleux d'ailleurs, et c'est à ça qu'il faut répondre. Mais on a également des enjeux. Juste par exemple,
un élément sur lequel un leadership doit s'exercer, c'est par rapport à toute la désinformation. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont particulièrement anxieux depuis déjà plusieurs mois, je vous dirais même depuis le printemps de l'année dernière. Et ça s'exprime de toutes sortes de façons. Ça s'exprime généralement par des réflexes, que ce soit de déni par rapport à la pandémie. Ça s'exprime par justement on a parlé beaucoup des théories du complot et tout ça, mais tout ça a un fondement. C'est que les gens, dans le fond, sont inquiets. Le rapport qu'ils doivent avoir par rapport à cette menace qui plane au-dessus de nos têtes, quelquefois, gérer ça, c'est extrêmement exigeant pour nos concitoyens, nos concitoyennes, qui se demandent pourquoi, en 2020, 2021, on se retrouve avec une situation comme celle-là qu'on n'avait jamais connue, que même finalement, les générations qui nous ont précédés, certaines l'ont connue avec la grippe espagnole. Ça remonte, écoutez, ça remonte à il y a 100 ans. 1919. Ben oui. Donc, puis quand on regarde ça dans l'histoire, ça a été vécu d'une manière extrêmement, je dirais, difficile par nos populations. Le contexte était complètement différent à cette époque-là. Mais je vous dirais que de manière générale, et ça touchait d'ailleurs justement d'autres strates d'âge que celle qui actuellement est affectée par la COVID-19. Mais le leadership que la santé publique a pris, justement, visait précisément à bien positionner l'ensemble des acteurs qui devaient donc maintenir notre système de soins. La population aussi, parce qu'on sait comment c'est important là, dans un contexte de santé publique. On a une partie du travail à faire. Vous l'avez mentionné par vos activités à l'urgence pour recevoir des patients. Beaucoup de collègues ont travaillé dans des zones chaudes, que ce soit dans nos milieux de vie, les CHSLD. Mais quelque part, cette réalité-là, finalement, fait que nous, on devait aussi être présents partout, finalement. Donc, sur la place publique. Et je reviens peut-être à ces personnes qui, pour toutes sortes de raisons, actuellement doutent, par exemple, des vaccins et tout ça. Moi, je pense qu'il faut se dire que ces gens-là, finalement, sont inquiets. Et c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui peuvent avoir des agendas. Ça, je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Mais de manière générale, la plupart des réactions que nous observons, ben justement, c'est qu'il faut les accompagner, il faut faire preuve de bienveillance, un peu comme vous le faites quand vous recevez des personnes qui vivent une situation de contexte d'une maladie particulière pour laquelle ils doivent justement faire aller chercher leurs meilleures ressources pour composer avec la situation. Alors, je dirais que c'est un peu la même chose avec une population. Donc, on mandate cette population-là pour travailler avec nous, pour être une alliée par rapport au travail qui rejaillit pas juste sur la santé publique, mais sur l'ensemble du système de santé, mais aussi sur les citoyens et les divers acteurs sociaux. Parce que dans le fond, quelque part, outre les mesures dont on parle beaucoup, au niveau international, ce qui s'est fait par exemple en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est fait par exemple dans les pays asiatiques, qui a relativement bien fonctionné. C'est sûr qu'on va s'en inspirer dans les prochains mois de ces expériences-là, parce que là, on a un savoir-faire, un bagage scientifique que nous n'avions pas il y a un an. Mais il restera toujours que le nerf de la guerre, ce sera la capacité de nos concitoyennes et concitoyens d'adhérer aux mesures de santé publique, qu'on appelle dans notre jargon scientifique, les mesures non pharmacologiques. Parce qu'il n'existe pas de... Oui. Et Dr. Girard, je m'excuse de vous couper. C'est sûr que là, on est dans une situation où, bon, les gens, des fois, ce qu'on a parlé beaucoup par rapport au message là, de la santé publique, et c'est pas une critique, là, mais ce que des experts disent, c'est que des fois, le message est un peu confus. On a reçu Kim Lavoie, que vous connaissez, là, qui est la chercheure principale d'iCare, qui est une spécialiste en comportement, qui est quand même assez critique de la situation. Là. On a des enregistrements de ça, et c'est pas personnel du tout.
Mais je pense, par exemple, avant Noël, le message de la dinde. Donc, on peut se réunir à 10 personnes avec la dinde 4 fois. Wow! Puis en plus, on voyait le dimanche tous les experts dans la presse. Tous les experts, je pense qu'on a piégé les experts. Dire qu'est-ce que vous allez faire dans le Parti Nord? Ben moi, je vais inviter 3-4 personnes. Donc, même tout le monde, on sentait bien que tout le monde était écœuré. Les gens voulaient se réunir. Mais il reste que ce message d'espoir-là a été comme oh boy, c'est-tu confus, c'est-tu vraiment une bonne idée de faire ça? Juste présentement, on est dans le début d'une troisième vague en Ontario, si on n'est pas en plein dedans. On vaccine de façon spectaculaire. Je vous félicite de faire ça. C'est vraiment incroyable, tout ce que vous faites. Mais là, on a baissé les cas. Là, on déconfine quand même pas mal les taux. Fait que je sais que c'est vraiment plein de bonnes intentions. Sur le plan économique, sur le plan social, psychologique, il y a beaucoup de façons de voir un problème. Mais il reste que, est-ce que vous pensez que ces messages-là peuvent créer une confusion parfois? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens vont dire, bon, là, je sais pas, je vais-tu aller avec ça ou pas? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à cet aspect-là au sein de votre équipe? Je vous dis ça en toute humilité. C'est pas des affaires que vous savez pas. Puis vous m'avez dit hier, il n'y a pas de mauvaise question. Puis nous, vous savez qu'on vous aime bien, mais moi, je veux vous lancer quand même. Je vais essayer on a pas mal des questions tough pour vous. Donc, allez-y là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire par rapport au message actuellement? Moi, je dirais que c'est vraiment central parce que si on convient qu'en fait, outre le travail finalement de dépistage, de traçage et d'isolement qu'on doit faire d'une manière extrêmement rigoureuse, ce qu'on a vraiment, vraiment établi, là, je pense qu'on a des équipes actuellement bien formées. Écoutez, on a presque 400 personnes à temps complet à la direction de santé publique. On était pas mal moins nombreux que ça là, avant la pandémie. Donc, il y a un savoir-faire qui s'est développé. Fait que là-dessus, ça va. Mais c'est vrai que l'autre part de la question, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment notre capacité de créer chez nos concitoyennes et nos concitoyens des alliés qui vont nous permettre de passer à travers justement cet épisode-là. Parce que dans le fond, il n'y a pas de secret pour personne. Le virus, finalement, se transmet de personne à personne. Et quel que soit le mécanisme, que ce soit des bioaérosols, des gouttelettes, on comprendra que ce genre de débat-là, il est important. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la question des contacts. Donc, comment on communique ça? C'est un enjeu. Et puis, je partage tout à fait ce que vous venez de me dire. Il y a eu des messages un peu contradictoires. Mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que on a vécu une pandémie de cette ampleur-là il y a 100 ans. Donc, on n'avait pas cette expérience-là. Donc, je pense que je me rappelle entre autres la polémique sur les masques. Vous vous souvenez de ça? À un moment donné, avec Dr Arruda, avec les directeurs, on discutait avec lui. On disait, mais y a-tu vraiment quelque chose qui est au cœur de tout ça par rapport au masque, notre enjeu par rapport au masque, là, donc ça s'est discuté un petit peu dans le backstage, comme on dirait, c'était de dire, mais si on dit aux gens, mettez un masque, c'était la fausse sécurité que pouvait donner le masque ou le couvre-visage. Puis on se disait, les gens, ils sont pas habitués à faire ça. On n'est pas en Corée du Sud ici, là, parce que en Corée du Sud et puis dans les pays asiatiques en général, le port du masque, c'est presque une culture là, depuis plusieurs années. Ça a commencé avec le SRAS à l'époque, pour lequel ils ont été plus affectés que nous, là, particulièrement à Hong Kong. Et ça a donné finalement des pratiques, je dirais, presque culturelles que nous n'avions pas, nous. Alors, on avait une certaine réticence à dire aux gens, ben là, portez le masque, puis on n'avait pas, surtout, vous savez comment est-ce qu'on est en Amérique du Nord, on est quand même des Nord-Américains, puis on veut qu'il y ait des évidences scientifiques. Elles sont où les études qui démontrent qu'effectivement, le port du masque va nous permettre là, finalement de ralentir, voire de couper la transmission du virus? On n'était pas convaincus de ça. Mais comme disait souvent le docteur Arruda, et le docteur Fauci aussi avait le même discours, si vous suivez aussi les différentes déclarations de Dr Fauci, qui est aussi un homme de santé publique, il disait, ce que je vous dis maintenant, je pourrais peut-être dire quelque chose de différent peut-être dans un mois ou dans 2 mois, lorsqu'on aura peut-être des manières finalement je dirais
de vous convaincre qu'effectivement, on a une base solide pour vous dire que c'est important de le faire. Puis le même discours par rapport au couvre-feu aussi. Couvre-feu qui est une mesure quand même assez draconienne. C'est la même chose. Est-ce qu'on a des évidences scientifiques par rapport au couvre-feu? Ça donne qu'on en a une étude quasi expérimentale en France qui a démontré effectivement que ça avait vraiment un impact. Alors, c'est un peu ça qui nous a un peu incité. Mais vous avez raison sur un point, c'est que pour communiquer cette espèce-là de flou artistique, je fais pas de jeu de mots en disant ça, parce qu'il y a un peu de créativité dans tout ce qu'on fait aussi, d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas que sur les évidences scientifiques. Et souvent, les journalistes qui sont très perspicaces nous le rappellent en disant, elles sont où vos preuves pour que vous nous demandiez de respecter ça, de faire ci, de faire ça. Donc, oui, il y a eu une certaine... je dirais une certaine contradiction dans les messages. Et je vous dirais qu'actuellement, là, pour répondre un peu à votre question aussi, on a revisé, et je vous dis ça, là, c'est depuis 2 semaines, on a revisé tous les décrets et les arrêtés ministériels qui nous régissent finalement, parce qu'on est de par la loi de la santé publique, on est en état d'urgence sanitaire là, qui est renouvelé de manière constante. Là, elle est toujours, il y a toujours je dirais un vote à l'Assemblée nationale pour reconduire cet état d'urgence sanitaire. Et on a constaté qu'en fait, et ça, on fait ce travail-là, nous, dans la capitale nationale, mais d'autres régions également l'ont fait aussi. On s'est rendu compte que quelquefois, dans les arrêtés ministériels, puis les fameux décrets, il y a des fois des éléments contradictoires. Puis je vous dirais que c'est comme peut-être un peu inévitable parce que c'est complexe une société. Hein. Je vais vous donner un exemple, une auberge de jeunesse. Est-ce que c'est un hébergement comme un autre? Peut-être pas, mais c'est quand même un hébergement. Or, les auberges de jeunesse ont été comme mis à part de l'ensemble des hébergements quand les hôtels ont pu continuer à opérer, les motels, bon, tout. Puis il y a une série, il y a à peu près 8 catégories d'établissements qui permettent là, d'accueillir nos concitoyens là, par rapport à soit des loisirs, soit par rapport à justement à l'organisation finalement de la vie lorsqu'on est à l'extérieur de notre lieu de résidence. Les auberges de jeunesse ont été exclues. Pourquoi? Bonne question, hein? Donc, on est en train justement de rectifier le tir par rapport à ça. On est constamment en rattrapage par rapport à ce que j'appellerais peut-être des perceptions que certaines personnes qui prennent des décisions, parce que les décisions sont prises toujours au niveau national. Et nous, au niveau des régions, ce qu'on fait, c'est que on rapporte justement ces éléments-là. Attention, il y a un élément de contradiction ici. Donc, je vous dirais qu'on est très conscient que quelquefois, justement, les messages ne sont peut-être pas aussi clairs qu'on le souhaiterait. Et il y a beaucoup d'exemples. Nous, en fait, en santé publique, puis je vais peut-être juste vous redonner la parole après ça. En santé publique, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on soit cohérent avec le fait que la gestion du risque. Ce ne sont pas toutes les activités qui ont le même niveau de risque. Vous comprendrez que d'être dans un bar, par exemple, c'est pas la même chose que d'être dans une salle de cinéma ou de faire, par exemple, d'aller au musée. C'est des niveaux de risque différents, distincts. Alors, pour nous, c'est super important qu'il y ait une espèce de cohérence par rapport à ça. L'autre élément, c'est le principe de précaution. Donc, vous aurez remarqué que quelquefois, on est assez rigoriste, je dis pas rigoureux, rigoriste. Les gens nous appellent un peu les ayatollahs finalement là, de la santé. Alors, on est souvent par beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, même certains journalistes là, qui en ont fait qui en ont fait le devoir finalement de se positionner dans l'espace public, de dire qu'on est extrêmement, mais très, très, très exigeant, beaucoup plus qu'on ne le devrait. C'est le principe de précaution. On prend plus de précautions qu'on le devrait. On se donne une marge de manœuvre. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, le jupon dépasse. Alors, les gens se disent, la santé publique, ils sont un peu comme ça. Puis, par ricochet, il y a d'autres personnes, puis je pense que Richard, vous en êtes, qui disent, attention, là, faut pas aller trop vite, là, parce que le virus, il continue à circuler, là, il y a quand même des cas. Donc, est-ce qu'on va trop vite en affaires? Donc, il y a aussi
je dirais, puis ça, c'est beaucoup par rapport aux personnes avec lesquelles nous sommes en lien d'une manière plus importante, qui nous rappellent, attention, j'écoutais l'autre jour Dr Mathieu Simon, le pneumologue à l'UICPQ, qui dit, ne déconfinons pas trop rapidement. Ça va bien dans nos structures au niveau des soins intensifs. Alors, allons pas nous créer des problèmes en allant trop vite. Alors, nous, on tient aussi ce discours-là, mais je vous dirais que là-dessus, les plus pressés, ce sont les élus. Alors, vous savez, il y a cette espèce de lien puis c'est peut-être là où le leadership en santé publique est peut-être particulier, parce qu'il est forcément dans l'arène politique. Parce que nous, on a une influence sur le décideur politique. Quelque part, la personne qui prend la décision, c'est le premier ministre, c'est le ministre de la Santé. Ce n'est pas le docteur Horacio Arruda. Le docteur Horacio Arruda, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses recommandations, mais certaines de ces recommandations-là ne sont pas nécessairement retenues, d'autres le sont. Et de manière générale, je vous dirais qu'il y en a plus qui sont retenus que moins. Mais de manière générale, il y a cette espèce d'équilibre. Donc, c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure du leadership, ça, c'en est un qui est particulièrement important pour nous. Fait que je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais tout à fait. Puis merci beaucoup de vos réponses. Et je dois dire que j'ai perçu en vous un grand diplomate. Pour plein de raisons, parce qu'on a eu des interactions, qu'est-ce qu'on fait dans Charlevoix, puis tout ça. Puis vous êtes vraiment quelqu'un qui a une belle écoute, puis vous faites preuve de beaucoup de diplomatie. Ça doit réellement prendre beaucoup de diplomatie pour faire le travail que vous faites. Alors, j'imagine que vous siégez vous-même à une table avec Dr Arruda régulièrement, j'imagine, votre équipe. Oui, là, tout à fait. On a quand même vu Dr Arruda, je l'ai vu dans d'autres, je ne le connais pas personnellement, mais tout le monde en parle affectueusement. Je pense que c'est une très bonne personne, on le sent. Et il y a eu des menaces de mort. C'est vraiment incroyable. Je suis pas sûr que les gens savent exactement que finalement, jusqu'à quel point on s'en doute, mais que la décision est quand même prise par M. Legault, son équipe, et M. Dubé, qui a tout une game aussi politique. Dans d'autres pays, c'est pas exactement comme ça. Puis on a vu ce qui se passe, et pas sûr que dans d'autres provinces aussi, c'est fait comme ça. Et on a comme des choix à faire des fois. On a eu Tim Baker de l'Australie qui nous a dit, qui a suivi la situation au Québec parce qu'on collabore avec lui. Donc, c'est un chef de beaucoup de choses en médecine d'urgence. Il nous a parlé du lockdown total en Australie, que vous connaissez très bien parce que vous êtes un médecin international. Puis là, on lui a dit, là, on va ouvrir plein d'affaires dans les prochaines semaines au Québec. Avec ça, avec juste les chiffres qu'on a eus, qu'est-ce que vous pensez que l'Australie, comment l'Australie aurait réagi? Elle aurait dit, ça aurait été un full lockdown. Là. Vous êtes en étape de full lockdown. Fait que c'est full lockdown, on s'en débarrasse. C'est eradication, medication, comme dit Joanne Liu, versus eradication. Mais c'était pas la stratégie adoptée. Mais si vous, comme personne en santé publique, voyez tout ce qui se passe dans le monde, vous dites, écoute, voici, y a-t-il des gens qui apportent à la table la stratégie d'eradication versus medication parmi vos collègues à cette table-là avec Dr Arruda? Je sais que c'est pas facile pour les commerces et tout ça, mais on parle des fois un mois, ferme ça, vaccins s'en viennent, total. Je sais pas ce que vous pensez de ça. C'est pas nécessairement mon opinion, Dr Girard. Là. Moi, je suis provocateur aujourd'hui de façon intentionnelle et c'est pas une critique là, envers vous personnel du tout. Mais il y a quand même ces façons de faire. Puis là, je crois aussi qu'on a Dr Liu avec nous aujourd'hui. Donc, je pense qu'elle est encore, je sais pas si je l'ai en mode. Donc, Dr Liu, elle est ici. Dr Liu qui travaille avec la ligne là. Fait que tantôt, je vais demander si elle n'a pas une question pour lancer un peu le bal avec les étudiants. Ben, donc, il y en a-tu dans votre groupe qui sont capables de dire, il y a ça vraiment, l'eradication, on va-tu vers l'éradication ou on va vers medication? C'est ces deux façons de faire. Puis, Découverte a fait un énorme reportage là-dessus qui parle des différences entre les pays qui ont eu beaucoup de succès. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Puis l'autre chose, on parle en leadership dans notre gang, là, ici, dans le stage, puis on se dit, au fond, ce qui est important, c'est de savoir qu'à la fin de la journée, tu es capable de vivre avec toi-même. Puis tu es capable de te coucher puis de dire, c'est pas moi qui mène, mais j'ai tout fait pour essayer de passer le message, mais de façon gentille, diplomate, avec des arguments scientifiques, des trucs comme ça. On le fait, nous, pour la médecine rurale.
On a créé un Living Lab parce que personne qui écoutait, si on parlait même 3 fois plus de morts au Québec de traumatisme, 25 fois plus de morts d'accidents cérébrovasculaires dans les régions rurales versus urbaines, il y a des inéquités absolument incroyables. En temps de pandémie, vous avez vu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tout ce qui s'est passé. On n'a pas fini là, à ce niveau-là. Fait que je sais que vous êtes une personne comme ça. Est-ce que vous avez des fois dit dans l'évolution de tout ça, je suis tordu à l'intérieur de moi-même, je suis déchiré? C'est une excellente question, hein, parce que c'est vraiment le cœur de ce que j'appellerais du rôle qu'on doit avoir, je dirais comme consultant. Donc, on est investi finalement d'un rôle que j'appellerais d'expert ou à tout le moins un rôle scientifique. Richard, j'ai déjà vécu ça il y a peut-être une trentaine d'années, quand j'étais dans un petit pays où le ministre de la Santé que je conseillais à ce moment-là dans ma mission, pour ne pas le nommer, c'était la République des Comores, donc dans l'océan Indien. Et il y avait à ce moment-là beaucoup de choléra du côté du continent africain. Et nous, on savait que le fait de vacciner n'allait pas être donc vacciné à l'aéroport parce que c'est ce que le ministre voulait qu'on fasse. Moi, j'avais pris évidemment avis avec l'OMS et tout ça. On avait fait toute une analyse pour considérer qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'est d'informer les personnes qui débarquaient de l'avion, de dire, écoutez, il faut que vous surveillez vos symptômes et au moindre doute, à ce moment-là, on va vous prendre en charge. Enfin, une attitude de santé publique. Le ministre, j'ai donné mes recommandations parce que j'étais comme un peu comme ça conseiller technique. C'était dans le cadre d'une coopération qu'on avait avec l'Agence canadienne de développement international. Eh bien, qu'est-ce qui est apparu? Moi, à la fin de la journée, quand j'ai transmis mes recommandations, j'étais à l'aise et j'étais sûr d'avoir communiqué finalement les bonnes balises. Le ministre a décidé autrement parce que le président a voulu il voulait montrer à la population que le gouvernement faisait quelque chose. Donc, on a dit, on met des vaccins à l'aéroport et on vaccine tout ce qui arrive. Vous voyez? On n'a pas suivi finalement la recommandation du conseiller technique du ministre. Mais quelque part, je me disais, c'est pas à moi de prendre cette décision-là. Moi, j'ai fait mon travail. La pandémie, c'est un petit peu la même chose. Et je vous dirais que quelque part, l'élément de quand on regarde nous ce qui s'est passé au Québec avec finalement un ratio de mortalité qui défie l'entendement, on a quand même, par rapport à l'ensemble si le Québec était un pays, on arriverait au 27e rang, quelque chose comme ça. C'est quand même, on était un territoire relativement, je dirais, affecté par la mortalité due à la COVID. Et probablement qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On regardait, par exemple, divers scénarios et on le fait régulièrement, Richard, entre nous, de dire peut-être que si on avait utilisé une autre stratégie, on aurait probablement eu de meilleurs résultats. Là, je rejoins beaucoup le docteur Liu, justement, par rapport à beaucoup, je dirais, d'expérience qu'elle a partagé justement, puis un peu comme ce que je vous dis. Par rapport à la mitigation versus l'élimination, c'est un très beau débat. Je vous dirais, encore il y a la fin de semaine dernière, j'ai eu en fait le bonheur d'assister justement à des présentations justement de collègues qui venaient de pays asiatiques, notamment Vietnam, Taïwan, Corée du Sud, Singapour et même nos collègues de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, pour constater qu'en fait, en réalité, eux, ils ont eu une grosse vague au départ, donc au printemps dernier. Et par la suite, effectivement, ils ont rapidement adopté ce que j'appellerais là, la stratégie de dire, ben là, dès qu'on a des cas, on ferme les écoutilles, là. Donc, les frontières, les lockdowns, on encercle les régions. Pas plus tard que, je pense pas qu'il va m'en vouloir, docteur Dontigny, que je le répète devant vous, mais on se disait même, nous, à un moment donné, il y a quelques semaines, on se disait, on serait peut-être tenté de fermer Saint-Raymond-de-Portneuf, de faire un bouclage de Saint-Raymond-de-Portneuf. Ce qui aurait été justifié dans les circonstances parce qu'il y avait véritablement là, on avait des problèmes avec les écoles, on avait des problèmes avec les ressources d'hébergement. Il y avait une situation un petit peu
Donc, on se disait justement quelque part, nous, on a utilisé beaucoup la stratégie de mitigation du virus. On se dit, on va aplatir la courbe, comme le disait souvent le docteur Arruda. Vous vous rappelleriez de ces images qui ont été rapportées justement là. Je pense que ça va rester une empreinte d'une période de l'histoire du Québec, je pense, de l'aplatissement de la courbe. Mais c'est pas ce qu'ont fait d'autres pays, effectivement. Et moi, je vous dirais que actuellement, avec la vaccination qui est bien enclenchée, on prévoit effectivement, avant la fête nationale, d'avoir une couverture vaccinale chez les personnes de plus de 18 ans là, qui risquent d'être un fichu beau rempart contre la COVID-19. Évidemment, on ne connaît pas le comportement de ce virus-là. Est-ce qu'il va être tenté finalement de muter à un point de créer un nouveau variant au Québec, ce qui est toujours possible, ou encore est-ce que le variant qu'on retrouve plus en Abitibi-Témiscamingue finalement rencontre un Montréalais puis les deux variants décident de se recombiner, puis là à ce moment-là on a une autre histoire. Pour le moment, on se croise les doigts en espérant que justement la situation va rester celle que nous connaissons, mais on peut pas finalement être devin là-dessus. Mais toujours est-il, pour revenir à la question de base, oui, on y pense. Oui, on envisage une stratégie probablement d'élimination zéro. C'est ce qui est discuté avec les directeurs, c'est ce qui est discuté avec le Dr Arruda. Dès qu'on va avoir atteint la couverture vaccinale adéquate, je pense que ça va s'imposer. Pour toutes sortes de raisons, parce que si vous y pensez bien, notre système en palier fonctionne bien. Et ce que nous disait notre collègue de Nouvelle-Zélande, ça a été très intéressant, les échanges qu'on a eus avec lui, il nous disait, vous savez, on sent que vous êtes frileux quand vous voulez changer de palier. Il dit, nous, on a créé nos paliers en Nouvelle-Zélande. Ça ne dérange pas, nous, de remonter d'un palier, puis de passer du palier 3 au palier 1, donc au palier rouge. On le fait. Si on a besoin de le faire, on le fait. On n'a pas cette philosophie de dire, vous dites, si on baisse, ben là, on va rester là. Puis après ça, on y va progressivement. C'est comme une espèce là, je dirais, on veut conjurer le sort, finalement. Peut-être qu'on est un petit peu, je ne sais pas si on est, si on a l'impression finalement que si on fait un geste comme ça, puis là, ça va nous donner la chance que le virus va s'éliminer de lui-même. Je pense pas, en tout cas. Mais une chose est certaine, c'est que je pense que l'histoire des paliers, là, on fait un petit peu une analyse, puis je le fais peut-être à titre personnel, je vous le dis à titre personnel. Moi, je pense que j'ai dû intervenir de manière assez intense à la réunion des directeurs de santé publique il y a quelques semaines pour leur dire, s'il vous plaît, on change de palier, là, parce que là, on n'est plus dans cette situation-là. Si on dit qu'on fonctionne avec des paliers, la population s'attend à ce qu'on leur dise finalement où est-ce qu'on est. Puis si on a changé de palier, qu'on leur explique pourquoi on a changé de palier. Et puis là, s'il faut y aller avec la stratégie d'élimination du virus, ben, il va falloir leur expliquer aussi à la population, de dire, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès qu'il y a une circulation du virus, supposons qu'on arrive à limiter, qu'on se retrouve à l'été puis que la situation est quand même sous contrôle, dès que la situation vraiment s'y prête bien, peut-être qu'à ce moment-là, ça serait le bon moment pour changer de stratégie pour l'automne, justement en prévision de l'automne. Et là, à ce moment-là, de dire aux gens, écoutez, là, ça se peut qu'on soit obligé de fermer, mais on va le faire, on le fera pas pendant des mois, là. On va le faire en Nouvelle-Zélande, ils vont fermer, par exemple, ils vont le faire pendant 5-7 jours. C'est pas nécessairement si long que ça, mais juste le fait puis on le voit en Chine, la manière dont ils font des cerclages par rapport à des régions, par rapport à des villes, justement, lorsqu'il y a des cas qui apparaissent. Moi, je pense qu'on est presque rendu là, Richard. Je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. La stratégie va probablement se modifier. Et encore une fois, je pense que c'est le rôle qu'on a, c'est de conseiller le gouvernement. C'est sûr que ça ne fera pas l'affaire de tout le monde. On est conscient que le Conseil des ministres et puis la députation, qui a un rôle beaucoup plus important que vous pensez. Un simple député, là, surtout du parti au pouvoir, là, a beaucoup, beaucoup de poids
par rapport à des mesures qu'on discute là. Parce que nous, on gère ça. Pour dire quelque chose, là, Mme Foster, hein, qui est bien connue, Mme Foster est très, très active. Et Mme Foster, je vous dis, là, dès qu'on a un citoyen qui fait appel à Mme Foster, je ne sais pas si nos concitoyens l'ont compris. Fait partie de notre Living Lab, elle travaille avec nous, on la connaît très bien. Et son équipe aussi. Donc, mais on sait qu'elle a des enjeux multiples. Et d'ailleurs, on a eu des décideurs ici en larmes lorsqu'on a reçu Ted Baker qui nous ont parlé de comment des maires, je ne vais pas nommer personne, mais qui ont été touchés finalement par... Ils ont dit, il y a une décideur qui nous a dit, j'ai jamais, toute ma carrière politique, j'ai jamais trouvé ça aussi difficile que maintenant, de gérer, tu sais, le déchirement, la souffrance des commerçants qui veulent ouvrir versus les personnes âgées à protéger. Donc, c'est un déchirement réel. Et ces gens-là, et comme vous d'ailleurs, et comme M. Arruda, personne pense que vous êtes en train de faire ça pour gagner des points politiques. OK, vous n'êtes pas élu, vous faites ça, vous êtes arrivé à un point dans votre carrière, Dr. Girard, où vous voulez qu'on se rappelle de vous. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on se rappelle de vous? C'est une question avant de passer à Dr. Liu. Comment voulez-vous qu'on se rappelle de vous dans votre carrière? Surtout que vous avez vécu cette pandémie-là historique. Comment voulez-vous, vous avez été partout dans les médias, comment voulez-vous qu'on se rappelle de vous, du Dr. Girard, dans cette pandémie-là? Je vous dirais que ça devrait être le cas pour beaucoup de mes collègues en santé publique. C'est qu'on ait pu rester fidèle à nos principes par rapport à ce qu'on recommande, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on rapporte, par rapport à ce qu'on partage avec des gens comme vous, qu'on partage avec des journalistes, qu'on soit en phase avec nos principes, avec nos valeurs. Et je pense que c'est peut-être, si on se souvient de cette période au Québec où nos collègues en santé publique, m'incluant, ont assumé ce rôle-là d'une manière correcte. Moi, je pense qu'on vient de replacer l'échiquier pour que si jamais on a de nouvelles menaces à la santé, on sera tous ensemble encore une fois parce qu'on aura compris que ce pourquoi on se battait, c'était véritablement la santé et le bien-être de notre population, essentiellement. Merci beaucoup, Dr. Girard. Si on a le temps, après ça, on va faire un rapid fire sur les 5 piliers pour vous. C'est un petit exercice. Karine va nous rappeler à l'ordre à la toute fin. Merci pour votre générosité. J'ai posé des questions difficiles. La dernière question pour les stagiaires en leadership, c'est une question, je crois, que Kennedy avait posée dans le contexte de la guerre ou de Bay of Pigs, là, tout ce conflit-là, où on ne savait pas trop quoi faire. Il a posé la question, How do you want to be remembered in history? Et cette question-là, c'est la question centrale. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? T'sais, comment tu veux te ramener? Puis pourquoi tu es ici aujourd'hui? Puis ça nous permet d'oublier les petites choses puis d'aller vers la grande vision. Fait que là, moi, j'aimerais céder la parole tout de suite parce qu'on a, je sais pas si ça peut rester longtemps, mais on a Dr. Liu qui est avec nous aujourd'hui, qui vous admire beaucoup, puis vous avez eu des contacts avec Dr. Liu aussi. Dr. Liu qui a travaillé dans le Living Lab, participé à l'événement des masques dans Charlevoix, à la création de ce stage-là, a aidé beaucoup les stagiaires. On a une activité avec elle la semaine prochaine auquel on invite vos stagiaires et vous-même si vous voulez. Joanne, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Donc là, bon. Alors, c'est bon. Écoute, Joanne, je te laisse la parole si tu veux poser quelques questions au docteur Girard. Puis si tu as des réflexions par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. Je sais que tu es vraiment occupé, comité de l'OMS, tu es sollicité de partout. Puis tu as toujours eu cette générosité de t'impliquer avec nous dans Living Lab. Fait que merci d'être là. Merci pour l'invitation, puis bonjour tout le monde, puis désolée pour le retard. J'étais justement en train de terminer une réunion avec le panel indépendant sur la réponse à la COVID-19 de l'OMS, qui en fait, on est vraiment on est juste dans une partie qui est intéressante, c'est qu'on a fini de ramasser les évidences, puis on est en train d'écrire notre rapport avec les recommandations. Fait que vous pouvez imaginer les débats,
l'intensité des débats est assez importante. Mais c'est extraordinaire comme expérience. Donc, si un jour on vous offre ça, vous dites oui. Même si ça prend toute votre vie. Donc, voilà. Cela dit, donc, énorme privilège d'être avec vous. Docteur Girard, c'est vraiment un privilège. Et j'aimerais revenir sur quelques trucs parce que moi, je trouve que mes expériences comme leader, ça a toujours été... parce que la fois que j'ai pu vraiment apprendre, c'est quand j'ai vraiment embrassé ma vulnérabilité puis l'humilité dans laquelle j'étais placée. Et cela dit, j'aimerais vous poser deux petites questions. La première question, c'est, vous avez parlé du principe de précaution et que vous étiez même un ayatollah quasiment. Je voudrais savoir, ça ne sera pas la dernière fois qu'on va faire face à une épidémie qui est devenue une pandémie d'une maladie infectieuse émergente. Et je me disais, fort de l'expérience qu'on a eue présentement, quel va être le rôle de l'évidence émergente observée par rapport à l'évidence scientifique? Je m'explique. Dans le sens qu'on n'avait pas l'évidence par rapport au masque initialement, mais on avait une maudite bonne idée que ça faisait une petite différence. On ne savait pas si c'était du 10 20 30 50 de diminution. Mais je pense qu'il va falloir embrasser, moi j'ai écrit un petit papier là-dessus dans la presse récemment, sur ces solutions-là imparfaites, mais qui, quelque part, font une différence. Puis je me demandais, dans votre rigorisme dont vous avez parlé, comment qu'on va faire de la place? Parce que si on ne fait pas de place à l'évidence émergente, on va être toujours un train en arrière. Parce que si on attend d'avoir bâti complètement l'évidence scientifique, on va être des jours, des semaines en retard. Et on sait que dans la réponse aux épidémies, pour pas qu'ils deviennent des pandémies, tout est une question de rapidité. Puis la deuxième question, c'est par rapport au devoir d'apprendre. Je pense qu'on n'aura pas eu une crise sanitaire comme ça qui va nous avoir mis ses genoux littéralement au niveau mental, au niveau physique, mais aussi au niveau économique, au niveau social. Ça va nous prendre des décennies à s'en remettre. Et moi, je considère qu'on a un devoir d'apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de pushback par rapport à une enquête publique. Et je vous dirais que je voudrais savoir c'est quoi votre position par rapport à ça. Si on ne veut pas appeler ça une enquête publique, comment on va s'assurer de vraiment apprendre toutes les leçons qu'il y a à apprendre, que pour la prochaine fois, on ne souhaite pas prendre des culottes à terre comme on s'est fait prendre? Parce qu'on a plus de 10 500 bonnes raisons de vouloir faire mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est comme toujours, Joanne, des questions extraordinaires parce qu'on connaît ta capacité justement de réplique puis de réponse éclairante et inspirante, mais tu poses aussi de très bonnes questions. Puis on peut supposer que ce sont des questions qui finalement qui te préoccupent aussi autant que nous tous. Le premier point, on est un peu victime, je dirais, là, de ce que j'appellerais de cette culture nord-américaine, où est-ce que tout doit passer par la science. On est conscient. Je regardais, par exemple, juste peut-être ouvrir une petite parenthèse, je pense que dans les facultés de médecine notamment, mais c'est vrai aussi de d'autres facultés sur nos campus universitaires, avec tous les critères, par exemple, d'agrément, tout ça, on voit qu'il y a vraiment une emphase vraiment particulière sur, justement, sur, en fait, ce qu'on appelle souvent, nous, au Canada, l'expert médical, hein, mais il y a toutes les compétences transversales qui sont tout aussi importantes. Fait que je dirais que ça, c'est un point. Ça, c'est le contexte général dans lequel nous, on a été comme élevés, qu'on a été formés. Fait qu'on est issus, justement, de cette espèce de berceau-là. Actuellement, il y a c'est pour ça la parenthèse que je voulais faire, c'est qu'actuellement, on parle beaucoup de responsabilité sociale, justement. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir davantage de critères qui touchent justement le rôle du professionnel de la santé dans un environnement social, dans un environnement, finalement, où il aurait un rôle important à jouer en termes d'engagement,
en termes d'adaptation justement des services, hein, pour répondre mieux aux besoins, hein, de ses concitoyens. Fait que je dirais qu'en santé publique, on a ce qu'on appelle une pyramide au niveau je dirais, là, de la gestion des connaissances, où par exemple, on est particulièrement privilégié d'avoir un Institut national de santé publique, hein, qui planche sur un certain nombre de questions et qui, je vous dirais, depuis un an, émet à peu près une directive ou je dirais un avis pratiquement presque par jour. Là. Je pense qu'on en a, j'en dénombrais tout près de 400. Donc, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un par jour. Et tu l'as très bien mentionné, c'est qu'en fait, il y a souvent un effet retard à ça. Le meilleur exemple de ça, c'est par exemple la question des bioaérosols. On a eu un avis, ça fait pas si longtemps, mais on le savait, parce qu'on regardait par exemple les travailleurs de la santé qui finalement, qui étaient infectés. Écoutez, on regardait ça dans nos CHSLD, on dit, mais comment? Est-ce que vraiment c'est juste la technique? Oui, il y a un aspect, puis je pense, Joanne, tu l'avais bien exposé là, dans différentes interventions que tu as fait, parce qu'avec ton expérience avec l'Ebola, c'est très, très strict, la formation qu'on donne aux travailleurs de la santé là, pour entrer dans une zone chaude, là, c'est pas quelque chose qu'on doit sous-estimer. C'est tout un processus, mais d'une rigueur exceptionnelle. Et je pense que peut-être ça n'a pas été vraiment implanté comme on le souhaiterait. Mais il y a toute la question des aérosols aussi, dans nos milieux mal ventilés, où là, on commence à reconnaître qu'effectivement, c'est pas juste des gouttelettes, mais c'est probablement aussi des petits aérosols, parce que c'était pas blanc et noir, là, c'était vraiment, vraiment une gradation. Puis je pense que l'Institut vient, il y a quelques semaines, en fait, il y a peut-être un mois, vient de prendre position là-dessus. Écoutez, mois de février, ça fait depuis, c'est presque 10, 11 mois après. Alors, Joanne a tout à fait raison. Moi, je pense que si on attend les évidences scientifiques, ben là, on risque d'être paralysé dans l'action. Et moi, je suis plutôt d'avis, tout comme toi, Joanne, que je pense que quand il y a des éléments qui nous amènent vers des solutions et qui, dans le fond, sont acceptables sur le plan social. On comprend qu'on pense à des interventions qui, évidemment, font l'objet d'une acceptabilité sociale. On comprend là, qu'on ne veut pas imposer des choses pour imposer. Par exemple, le fait qu'on dispose maintenant de gargarismes pour faire des tests de dépistage, c'est beaucoup plus acceptable. Donc, on est plus à l'aise pour aller dans les écoles parce que la tige nasopharyngée là, qu'on a introduit dans le nez, là, imaginez, là, c'est pas de tout repos, là. Donc, le fait d'avoir des mesures comme ça, mais on l'avait déjà implanté. Oui, on a fait un petit projet pilote, puis qui nous a donné des réponses. Fait qu'on n'a pas attendu finalement les travaux d'un institut scientifique là, pour nous pour aller de l'avant avec le gargarisme. On a fait ça avec nos collègues microbiologistes infectiologues, avec nos infirmières qui travaillaient avec nous dans les centres de dépistage et nous qui étions présents. Et puis, on a rapidement compris que c'était une mesure là, qui, en plus d'être bien acceptée par les personnes qu'on soumettait, avait une espèce de corrélation, mais vraiment là, presque parfaite là, par rapport aux résultats là, qu'on cherchait à obtenir. Donc, la réponse à ta question, c'est que oui, je pense qu'on doit être beaucoup plus... notre rigorisme, dans le fond, quelquefois, nous paralyse dans l'action. Puis je vous dirais qu'actuellement, là, le débat que moi je trouve préoccupant, c'est la question des masques dit de procédure, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de masques de procédure, même ceux qui sont vendus en pharmacie. Et puis là, il y a des brevets, là, des catégorisations. Alors là, je trouve que là, on va un peu loin, personnellement, parce que là, quand on va faire nos enquêtes, on va dire à la personne qu'on a au bout du fil, bon, c'est quoi qui est écrit sur votre masque, là? C'est quoi le code que vous avez? Je trouve que c'est presque excessif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, quelque part, est-ce que vraiment c'est une information qui va vraiment nous amener à changer notre conduite? Il faut plutôt se poser cette question-là. Fait que dans le fond, je dirais que l'écart entre les connaissances scientifiques et les pratiques, à mon sens, moi, je laisserais place plutôt aux pratiques.
ce que j'appellerais le gros bon sens, le jugement clinique aussi, qu'on utilise quelquefois. Je vous dirais que si vous avez à retirer une bulle classe, il faut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on pourrait faire une lecture différente? Et qui peut la faire, cette lecture différente-là? Ben, c'est les professionnels de la santé. Et moi, je pense que même si le protocole dit que en présence de 2 cas, on retire la bulle classe, actuellement, on est en train de se dire, ben, attention, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va faire dans tous les cas de figure? La réponse est non. Donc, je pense que il faut adapter finalement les éléments de connaissance scientifiques et finalement d'y aller beaucoup sur le gros bon sens et de dire aux gens, écoutez, on n'a pas peut-être tout l'arsenal des articles qui sont publiés. D'ailleurs, actuellement, on y va avec des articles qui n'ont même pas été encore révisés par des pairs. Quand il y a des choses comme, par exemple, la question de la mortalité par rapport aux nouveaux variants, écoutez, là, les articles vont commencer à être publiés, mais on le savait déjà que c'était assez important qu'il fallait se soucier de ces variants-là parce qu'ils sont plus contagieux, ils sont plus, justement, ils ont véritablement un impact sur la mortalité différenciée plus importante que la souche originelle. Docteur Girard, oui. Je m'excuse vraiment de vous interrompre parce qu'on ne veut pas. On a promis aussi à nos étudiants puis aussi à certains membres du public s'ils pouvaient poser des petites questions. Vous allez voir, c'est quand même une période assez longue. Je sais que vous êtes pris dans le temps. Fait que je ne sais pas pour juste. Là, on va entrer dans une période de rapid fire question. Fait que je vais vous demander, les étudiants, de pas. Okay. Votre question pour Dr. Girard, ce qu'on demande aux personnes, c'est de répondre brièvement, le plus possible, même si il y a des nuances à y avoir, on comprend bien. Mais avant, vous avez tellement ouvert la porte de façon importante vis-à-vis avec Joanne à plein de choses. J'adresse le concept de créativité, OK? De comment on peut générer des nouvelles idées, penser créativement, un peu comme IDEO de Stanford, le design thinking, qui est au cœur finalement de notre façon de penser dans Living Lab. On préfère essayer une solution prototypée que d'attendre la solution parfaite. C'est ça qu'on veut proposer de nouveau. Et évidemment, on va commencer à travailler avec vous bientôt, Dr. Girard. Puis c'est vraiment ce qu'on va vous proposer, d'essayer des choses, de prendre des risques, mais le risque pour le mieux du patient, on pense. Fait qu'on verra comment ça va fonctionner. Mais là, je vais poser une question à Bernard Petiot, qui était vice-président casting et performance au Cirque du Soleil pendant plein d'années, qui habite maintenant dans Charlevoix et qui, lui, nous a donné la toute première grande entrevue et qui est ici avec nous. C'est vraiment tout un honneur, Bernard. Et Bernard, toi, là, au Cirque du Soleil, mettons, là, t'en résoudre là, sur le principe de créativité, là. Mettons que tu avais à conseiller la santé publique par rapport aux façons de générer des nouvelles idées puis les exécuter. Toi, tu étais quand même en haut, là, tu recevais le feedback de plein de monde. Brièvement, là, c'est quoi l'attitude à prendre que tu pourrais suggérer dans ta perspective, si ça peut aider? On est dans l'humilité, tout le monde, là, OK? Mais on a du fun. D'abord, oui, je vais faire ça de façon très, très humble. Mais avant de répondre à ta question, je vais simplement mentionner que je me sens extrêmement privilégié en me prenant comme simple citoyen d'avoir l'opportunité d'assister à cette plateforme-là, d'entendre ce qui est dit et d'être témoin de la profondeur de la réflexion. Donc, ceci étant dit, pour moi, là, c'est vraiment un privilège extraordinaire. Pour répondre à ta question, en fait, il n'y a pas qu'une seule option à la créativité. Je pense que ce qui est en train de se faire, ce qui a été mentionné, qui est l'opportunité de débattre, de discuter, d'argumenter, d'avoir un esprit qui est ouvert aux possibilités, ça m'apparaît que le terrain le plus fertile pour pouvoir être créatif. Évidemment, je comprends que dans un secteur comme celui-ci, il y a une gestion de risque, puisque l'humain peut être mis en cause. Dans mon cas, j'avais aussi à gérer le risque des performances humaines qui pouvaient et qui ont présenté des problématiques au Cirque du Soleil, pouvant mettre la vie en péril. Évidemment, cet élément-là était fondamental dans la prise de décision. Mais puisqu'on était dans une démarche de créativité,
dans ce contexte-là de divertissement public, on avait à construire les réponses, c'est-à-dire à essayer. Donc, cet élément-là dont tu fais référence, c'est-à-dire les petits essais pour pouvoir valider des prototypages rapides, avec l'occasion très, très récurrente de pouvoir en faire l'évaluation et d'en faire le bilan, a constitué dans le contexte du Cirque du Soleil et dans ce que je faisais, la possibilité à ce moment-là d'être créatif et d'offrir à ce moment-là une nouvelle avenue de performance qu'on n'avait pas considérée. L'autre élément qui était fondamental dans mon contexte, c'est la participation active de l'artiste eux-mêmes. C'est-à-dire que oui, on avait des designers, oui, j'avais des créateurs, mais j'avais cette participation active-là des artistes eux-mêmes ou des acrobates eux-mêmes qui, dans la majorité des cas, ou dans beaucoup de cas, offraient les solutions qui étaient les plus pertinentes puis qui faisaient le meilleur compromis, peut-être tantôt ce que j'ai capté entre la pratique et l'évidence ou des éléments, par exemple, plus scientifiques au niveau de la performance humaine sur ce plan-là. Alors, ce serait ce que je mettrais sur la table, vraiment en toute humilité. Et puis, je remercie encore non seulement l'opportunité, mais Dr. Girard pour la clarté. Et toi, Richard, OK, pour les décisions, les questions difficiles. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Je ne sais pas si Jacques, Dr. Girard voulait réagir à ça. Je partage tout à fait cette vision-là. Je trouve ça très intéressant. Cirque du Soleil, santé publique, il y a quelque chose de commun finalement. Ça me fait énormément plaisir de prendre conscience de ça, parce qu'il a raison, Bernard, quand il s'agit finalement, il faut expérimenter. La solution vient justement il parlait des acrobates, mais je dirais que nous, c'est la même chose. La solution vient des acteurs, vient des citoyens, et je pense que c'est ça la richesse du Living Lab. Et moi, j'en suis, en fait. Donc, je répondrai de cette façon-là. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Alors, là, ce que je vais faire, on va vraiment aller en rapid fire. Donc, je vais aller avec justement un citoyen qui est médecin dans Charlevoix depuis plusieurs années et qui vient de commencer un mandat avec vous, Dr. Girard, en santé publique, Dr. Jean-Luc Dupuis. Donc, peut-être une question, tu peux poser la question qui tue Jean-Luc, là, gêne-toi pas. Puis muté. Oui, son micro. Je veux simplement dire que toute forme de gestion est toujours déterminée par le type de gestionnaire, sa personnalité, son expérience. Ceux qui ont été habitués à gérer du risque et des décisions rapides dans des situations d'urgence toute leur vie, ils vont approcher un problème simple ou global avec la même approche. Pour une question plus précise, parce que là, on va tomber dans le pratique, je me suis toujours demandé depuis des mois et des mois et des mois pourquoi que la santé publique ne joignait pas ses recommandations publiques à la quantification des cas. Autrement dit, pourquoi je m'interroge là-dessus, c'est comment apporter des comportements sociaux différents de la population si les directives sont floues, mais pire que ça, si elles ne sont pas basées sur quelque chose qui fait comprendre. Exemple, si on avait dit à la population, à 1500 cas, on fait ça, à 1000 cas, on fait ça, à 500 cas, c'est ça qui va arriver, à 250 cas, il va arriver telle chose. À ce moment-là, ça aurait donné un framework social dont les gens s'attendent avec une certaine prédictibilité qu'à 1000 cas, on ne pourra jamais faire ça. À 1500, on ne peut pas faire ça. Mais si nous, on embarque, je prends l'exemple de Charlevoix parce que ça va être notre dossier, si une population, une région, une sous-région adhère au principe des cibles, à ce moment-là, elle a un argument, elle a une motivation supplémentaire pour créer une cohésion sociale vers un objectif que plus qu'on est unis ensemble, plus que la communauté est unie ensemble, parce qu'on sait que si on descend en bas de 500 cas au Québec, Charlevoix ou un autre va pouvoir ouvrir et faire telle chose. Donc,
ça m'intrigue beaucoup cette chose de quantification-là. Je ne peux pas vous laisser aller sans la question qui me perturbe depuis un an. C'est est-ce que la santé publique avait dans ses cartons un dossier pandémie, puis qu'est-ce qu'on devait faire s'il arrivait une pandémie? Peut-être, Jean-Luc, comme tu as deux questions, là, il y a la question des cibles, puis il y a la question des chiffres. Je ne sais pas les chiffres, si vous avez une réponse rapide, et si vous avez pour les deux cas. Oui, mais en fait, comme on ne peut pas prédire nécessairement, parce qu'on n'avait pas ces antécédents-là, on est allé par palier, justement, avec cette optique-là, Jean-Luc. Dans le fond, l'idée des paliers, c'est de permettre à la population de dire on est en zone rouge, en zone orange, jaune, verte. C'était une façon visuelle pour justement amener les gens avec nous dans cette. Bon, on pouvait pas. Le problème, c'est qu'actuellement, il faut des ajustements. Fait que je réponds de cette façon-là à cette question-là. Oui, on a ce souci-là, mais on n'est pas capable de prédire vraiment qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, à tant de cas. C'est plus complexe que juste le nombre de cas, d'une part. Fait qu'il y a d'autres paramètres qui sont plus complexes. Puis l'autre question, est-ce qu'on avait... oui, il y avait un plan suite au SRAS. Il y avait un plan qui avait été... mais qui était un petit peu poussiéreux au ministère. Donc, il nous a servi quand même. Je me rappelle la première mouture. Là. Oui, Jean-Luc, je pourrais même t'en donner un exemplaire pour tes archives. On est parti de ce plan-là, puis on l'a construit par rapport à la COVID-19. Merci. Excellente question, Jean-Luc. On va aller avec Mathieu Fortin, qui est stagiaire dans le Living Lab. Mathieu. Bonjour à vous. En fait, moi, j'aurais une question sur la COVID-0. J'ai l'impression que c'est une stratégie qui est payante. Plus tu la fais tôt, plus tu peux en profiter. Là, on a l'impression qu'on arrive en fin de parcours. Du moins, c'est ce que la population a l'impression. Est-ce que, puis vous avez l'air de dire qu'en fait, la COVID-0 est à votre agenda après la vaccination, qui semble être dans 4 mois, dans 3 mois, les résultats de ça. Est-ce que ça ne serait pas plus payant de la faire plus tôt plutôt que plus tard? Est-ce que c'est encore pertinent? Et puis, ben voilà, écoute, je me pose la question si ce serait pas mieux de le faire maintenant. Et aussi par principe de précaution, face à tous les nouveaux variants, l'Ontario qui dit commencer une 3e vague, nous qu'on réouvre, j'ai l'impression qu'on envoie un message à la population qui est on est en fin de parcours. Est-ce que la COVID-0 dans 4 mois versus maintenant, ce ne serait pas plus payant? Bon, c'est une très bonne question. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de... c'est vrai que ce qui se passe en Ontario, c'est de l'autre côté de la frontière. Donc, on ne peut pas non plus en faire fi complètement. Mais en même temps, c'est qu'il y a comme une espèce là, de... On a l'impression que là, il y a comme une espèce le gouvernement veut vraiment récompenser, entre guillemets, les bonnes pratiques des citoyens parce que les gens ont quand même collaboré d'une manière importante. La question ici qui est à poser, c'est on le fait évidemment en toute sécurité. Oui, ça pourrait être payant de commencer à en parler. Moi, je suis un petit peu, je serais peut-être un peu inquiet si on n'abordait pas cette nouvelle stratégie-là dans les prochaines semaines. Je pense qu'on devrait commencer à en parler. On doit préparer le monde aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose, c'est pas neutre. De dire aux gens, on va faire des bouclages, on va faire on va mettre des barrages, il faut préparer le monde à ça. Un peu comme on l'avait fait avec les masques, donc il y a une période. Mais tu as raison de dire plus tôt que tard parce que à cause justement de cette période de latence. Fait que je te suis tout à fait là, Mathieu, là-dessus, oui. On devrait être en mode préparation par rapport à ça. Parfait. Nicolas Scherer, qui est étudiant en médecine, qui fait partie stagiaire du Living Lab, étudiant en 2e année de médecine, qui va travailler avec nous cet été sur un projet de télémédecine de REACTS. On va avoir une grande entrevue du fondateur de ça, Dr. Yannick Beaulieu, la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. Nicolas, as-tu une question? Oui, bonjour, Dr. Girard, puis merci beaucoup de me laisser la chance de poser une question. Moi, je me demande, en fait, il y a beaucoup d'experts qui disent que les pandémies, ça pourrait devenir quelque chose de plus fréquent dans les prochaines années. Puis, je me demande, mettons, s'il y a une COVID-24 ou une COVID-25, est-ce que votre plan, par rapport à une nouvelle pandémie aurait changé? Est-ce que vous apporteriez des changements qu'on ne fait peut-être pas en ce moment?
Tellement content de ta question parce que ça va me permettre de répondre à Joanne Liu parce que Joanne avait la deuxième partie de sa question, c'était est-ce qu'on pourrait apprendre, est-ce qu'on devrait justement faire donc vraiment analyser ce qu'on a fait, est-ce qu'on aurait pu le faire d'une manière différente? La réponse est oui. Moi, je pense que oui, il y aura certainement d'autres pandémies. Est-ce qu'on sera mieux équipé pour y répondre? Je pense que oui, dans la mesure où on aura fait l'effort, justement, de bien analyser de manière objective l'impact des mesures qu'on a prises à tous les niveaux. Et moi, je pense que, je ne sais pas si c'est une commission qu'on devrait faire, mais à tout le moins, en tout cas, un mandat qu'on pourrait confier à... On le fait pour une commission pour analyser pour voir comment notre système de santé pourrait être mieux, répondre à plus de besoins. Je ne verrais pas pourquoi ça ne serait pas pertinent d'avoir justement un groupe qui va nous aider à faire la lumière sur ce qu'on aurait peut-être pu faire mieux et comment on pourrait se préparer à faire mieux dans l'éventualité où il y aurait ce genre de situation qui va forcément être avec nous là, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ça la réalité de notre planète pour les prochaines années. Merci. Merci, Dr. Girard. Nicolas, excellente question encore une fois, comme toujours. Jenny Barrette, as-tu une question? Tu es stagiaire aussi, tu coordonnes les relations avec les citoyens, tu travailles aussi à la ville de Baie-Saint-Paul. Merci, Richard, de me passer la parole. En fait, je voudrais un peu... je nous trouve chanceux d'avoir des gens, des humains bienveillants, humbles, intelligents comme vous au front pour nous. C'est rassurant d'entendre des discours comme aujourd'hui là, qui sont moins entendus dans les médias. Ma question est très concrète, pragmatique. Là. Tantôt, Dr. Girard, vous parliez un peu du sarclage là, dont la Nouvelle-Zélande semble faire. Puis là, je me questionnais pour le mettre concrètement dans un rapport ici. Là. Depuis quelques jours, là, on a une éclosion à l'école secondaire. On a 6 cas. Nous, on n'avait plus de cas dans la région depuis plusieurs semaines. Et là, pouf, 6 cas à l'école secondaire suite à la semaine de relâche. Si on prend un peu le contexte de sarclage, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait fermer toute l'école au complet ou comment ça se traduirait, ce concept-là? C'est sûr qu'en fonction de l'enquête qu'on fait, on regarde d'où viennent ces cas-là. On le sait, d'où viennent ces cas-là. Donc, écoutez, c'est comme on dit, c'est un relâchement. Hein, c'est un relâchement. Ça ne s'est pas produit à l'école, c'est à l'extérieur de l'école, l'acquisition. Donc, qu'est-ce qu'on ferait dans un contexte, si on avait, par exemple, puis la situation est parfaite, pas de cas pendant combien de semaines? Je pense que on parle de 5 ou 6 semaines. En tout cas, c'est impressionnant. Tout d'un coup, plusieurs cas, reliés ou pas entre eux, parce que c'est ça que l'enquête actuellement est en train de déterminer, si on va y mettre un numéro d'éclosion, c'est comme ça qu'on parle dans notre jargon. Bien là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait finalement confiné ça. Peut-être même, on aurait, compte tenu que c'est une acquisition communautaire, on aurait évalué justement s'il y a certains contacts qui circulaient, certains contacts donc à risque modéré et élevé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pu prendre la décision avec le maire de dire, peut-être qu'on pourrait demander aux gens de ne pas quitter la ville pour la prochaine semaine. Donc, vraiment, vraiment éteindre dans l'œuf, faire vraiment, puis là, aller sur place avec justement les équipes, puis vraiment, vraiment, un peu comme les équipes en Chine et au Vietnam font, de façon très, très diligente, très agile. Ça pourrait ressembler à ça. On ne pourrait pas être tenté de faire un projet pilote avec Baie-Saint-Paul, avec M. Fortin, notre maire, puis de dire on fait à Baie-Saint-Paul un test avec une situation qui semble être quand même parfaite dans une... Écoutez, ça pourrait être un cas de figure intéressant. Je pense que M. Fortin, en plus, on le connaît bien, tout ça. Donc, je pense que ça pourrait être... oui, c'est sûr. Mais ce faisant, vous comprendrez que là, on vient comme devant de la mèche. Puis là, la question, c'est toujours comment est-ce qu'on va gérer
la communication publique aussi en relation avec ça. Alors, à un moment donné, d'autres municipalités, vous imaginez le président des municipalités du Québec, vous voyez un peu ça, c'est que quand on fait quelque chose comme ça, même si c'est à un niveau très, très réduit, il faut quand même se dire que le Québec, c'est petit aussi parce que l'information circule à une vitesse grand V, là. Et à ce moment-là, il faut gérer aussi, je dirais, l'impact de ce que ça peut représenter. Ça pourrait susciter beaucoup d'inquiétudes, ça pourrait susciter beaucoup de débats. Il faut être prêt, en fait. Il va falloir être prêt à avoir ces débats-là. Mais c'est une très belle suggestion. Moi, je la retiens. Hein. Je la retiens, Jenny. Je ne dirais pas que c'est de toi. C'est enregistré, malheureusement, aujourd'hui. Ah. Alors, Mathieu, tu avais une bonne question sur l'utilisation des médias sociaux, mais je vais être obligé de te remettre à plus tard parce que j'aimerais vraiment ouvrir. Fatima, sa caméra est fermée. Je vais prendre pour acquis qu'elle ne peut pas poser de questions, peut-être. Et on a Jean-Paul, on a vos étudiants aussi dans le public. Ah, Fatima, tu veux-tu poser une question? Donc, Fatima aussi, stagiaire dans Living Lab, elle coordonnatrice scientifique de la chaire de recherche en médecine d'urgence de l'Université Laval, qui, évidemment, est impliquée dans le Living Lab. Fatima? Oui. Bonjour tout le monde. Nicolas a quasiment posé ma question, mais j'avais une autre question. À un moment donné, vous avez parlé un peu des messages de santé publique que vous devez faire au niveau des politiques et qu'il faut essayer d'atteindre un équilibre parce que les politiciens, eux, ils vont être tentés souvent à prendre des décisions qui leur permettrait peut-être d'être réélus plus tard. Moi, ma question est de savoir, dans ce contexte aussi complexe, comment atteindre cet équilibre entre la politique et en tant que médecin de santé publique. Je ne sais pas si elle est claire. Oui, très clair. En fait, moi, je répondrais simplement de la manière suivante. C'est l'humain. Alors, les femmes et les hommes politiques sont des humains comme nous. Et on leur prête quelquefois par rapport à leur rôle politique, finalement, de dire, ils font tout, justement, dans le seul intérêt d'être réélus. Mais je pense que pour avoir fréquenté les élus depuis la dernière année, j'ai trouvé des personnes extrêmement bienveillantes par rapport à leurs concitoyens, dont ils se sentent comme interpellés. Fait que je dirais, pour répondre à ta question, moi, je pense que la réconciliation, là, dans une situation d'urgence sanitaire comme celle qu'on vit, c'est plutôt de chercher à voir le côté humain de ces personnes-là, parce que lorsque ces personnes-là prennent des décisions, ils le prennent aussi en fonction de la bienveillance qui est maintenant dont ils doivent faire preuve, parce que on n'est pas en élection nécessairement. Oui, on va être en élection bientôt au niveau québécois, au niveau des municipalités cet automne. Mais je pense qu'au-delà de ces considérations-là, qui sont quand même présentes, il y a d'autres considérations aussi. Et c'est là-dessus qu'on doit justement travailler avec eux et avec elles pour justement que le bien commun, parce que les libertés individuelles, elles sont importantes quand quelqu'un est privé de service. Ça, c'est l'accès aux services. Puis on doit corriger le tir là, d'emblée, mais quand le bien commun ou le bien collectif est en cause, là, les élus ont un rôle majeur. Et s'ils ne le jouent pas, là, évidemment, comme dans d'autres pays, on le voit. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, faut négocier, faut travailler avec eux par rapport à cet élément-là, et on risque d'avoir des éléments de surprise comme moi, j'en ai eu. Merci. Dr. Gérard, c'était une question de Fatima Tunkara, qui est coordonnatrice de la chaire, qui est une étudiante d'un de vos collègues. Elle vient de finir son doctorat avec Michel Allary, que vous connaissez très bien. Oui. C'est sûr que j'aimerais savoir si vos étudiants ont une question, mais on a Jean-Paul Fortin, Jean-Paul est un chercheur dans le Living Lab, qui est un spécialiste de toutes les technologies informatiques. C'est notre pensant techno. Et Jean-Paul, en fait, est toujours là. Et des fois, il n'y a pas toujours des chances de poser une question. Vous êtes un collègue à Jean-Paul aussi dans un peu le même domaine. Donc, Jean-Paul, as-tu une question pour Jacques ou un commentaire pour ton ami Jean? Salut. D'abord, merci Jacques, puis bravo, j'avoue. Et merci tout le monde. J'avoue que c'est une rencontre qui va nous forcer à réfléchir pendant encore une couple de jours. Il y a tellement de matière, il y a tellement de matériel là-dedans qui sont fondamentales. Les questions, pour moi, les plus importantes ont à peu près toutes été posées.
concernant entre autres le rôle de consultant. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment juste consultant. On est aussi, au niveau de la santé publique, responsable d'une partie de la réalisation sur le terrain, où là, les régions sont extrêmement importantes et de plus en plus, on réalise jusqu'à quel point les communautés sont importantes. Et une des questions que que je me poserais, c'est comment un projet comme Living Lab, comment ça peut devenir un levier encore beaucoup plus important d'inspiration puis d'aide à la prise de décision, d'aide à regarder les problématiques, parce que pour aider je dirais les régions et les communautés à vraiment jouer un rôle beaucoup plus large puis là, je ne dis pas qu'ils sont essentiellement des gens qui doivent juste écouter ce qui vient du central. Ils ont un rôle beaucoup, beaucoup plus important, mais il y a toute une lecture de la dynamique terrain locale qui devrait, pour moi, être poussée davantage, et pas juste pour les virus, pas juste pour les maladies infectieuses, mais aussi pour des enjeux qui vont encore plus loin, comme la partie des enjeux climatiques, les maladies chroniques. Donc, c'est tout un système, un fonctionnement d'un système de santé qui est important. Et donc, à quelque part, comment c'est une question évidemment qui est grosse comme ça, mais comment tu vois ce qu'on peut apprendre, comme disait le Dr. Liu, je pense que c'est central, là, de cette expérience-là, pour aller plus loin sur la façon de s'organiser et de travailler encore davantage avec d'autres gens qui ont une expertise expérientielle sur l'ensemble des complications qui sont associées. On parle des écoles, de santé mentale, on parle d'un ensemble de facteurs. C'est pas juste la santé publique qui est impliquée là-dedans, c'est la société finalement, dans toutes ses dimensions économiques, tout ce qu'on voudra. Comment tu vois la capacité d'évaluer le local? C'est très facile en quelques secondes. Pour moi, le Living Lab, et je l'ai dit à nos stagiaires là, qui sont avec nous, Dr. Fleet, c'est un urgentologue, mais en réalité, le Living Lab, c'est de la santé publique. Pour moi, c'est clair que le Living Lab rend visible, rend explicite cet agenda très important, ce rendez-vous important qu'on a avec la communauté, avec les populations. Ce sont des leviers importants pour justement se donner de meilleures opportunités d'être en santé. Et je dirais que jusqu'à un certain point, le commentaire que vient de faire Jean-Paul, j'y souscris entièrement. Si on avait plus de Living Lab dans nos communautés, je pense qu'on ferait une santé publique beaucoup plus, je dirais, avec beaucoup plus encore de sens pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Parce qu'à ce moment-là, on verrait véritablement le rôle de la santé publique, qui se verrait comme partie prenante. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment là où sont nos convictions profondes. Jean-Paul et moi, on partage d'ailleurs cette vision-là ensemble depuis tant d'années. Là. Et pour nous, c'est du bonbon, là, le Living Lab, par rapport à une vision de santé publique. Ben, je vous remercie. Puis, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe de tout le monde. Puis, plusieurs citoyens, donc Karine et Jenny, habitent là, sont sur le terrain pour y travailler là, au niveau de la coordination. Puis on a l'impression des fois de ne pas faire grand-chose parce que on commence, puis évidemment, la santé publique, c'est un bras qui est parti. On s'est mis à collaborer, c'était pas dans les plans, mais est arrivé la COVID, puis la communauté nous a aussi proposé de s'impliquer. Ce que je vais faire, je sais, Dr. Girard, on termine. Je vais faire un exercice très, très simple, très bref. Ça va durer 2 minutes. Donc, il n'y a plus de questions. Je m'excuse à vos stagiaires, mais je vais leur faire quelque chose de vraiment spécial. S'ils peuvent ouvrir leur caméra ou pas, c'est correct. Mais chacun, je vais les nommer. Je vais leur demander juste de me dire une chose qu'ils ont appris. Alors, ça peut être un message émotionnel qu'ils ont retenu. Comme je vous donne un exemple, j'ai retenu votre diplomatie, votre humilité, votre ouverture d'esprit à participer à ça. Ça m'a beaucoup touché, évidemment, tous vos messages. Mais ça donne un exemple. Donc, j'ai fait quelque chose sur le leadership, sur la santé bien. Je vais demander à Sarah Boily, si tu es là, Sarah, de nous dire une chose que tu as retenue aujourd'hui. Bienvenue dans Living Lab. On pointe sur du monde à brûle pour point. Parce qu'on ne peut pas se tromper. C'est ça notre philosophie. Tu ne peux pas te tromper. Il faut que tu sois spontané, puis c'est pas grave. Génération de plus d'idées. Puis là-dessus, il va en avoir des bonnes, mais il faut que tu génères des idées, donc tu sollicites les gens. Qu'est-ce que tu penses, Sarah? Qu'est-ce que tu as retenu?
Moi, ce que j'ai retenu, c'est que, tu sais, oui, il y a comme la crise microbiologique aujourd'hui, en ce moment, mais il y a aussi la crise sociale en dessous de ça. Puis je pense que vraiment tout le monde est concerné par cet aspect-là, puis essaie de gérer aussi au mieux l'aspect plus social. Là. J'ai comme réalisé aujourd'hui que tout le monde était à l'écoute finalement de la population aussi par les discussions qu'il y a eu aujourd'hui. Excellent. Donc, écoute sociale de par la discussion, beaucoup plus que juste le virus en tant que tel. Simon Bernier? Bonjour. Moi, en fait, pour avoir parlé directement avec Dr. Girard au cours des dernières semaines, puis de l'entendre à travers Living Lab, je me suis rendu compte que c'était vraiment une personne qui est très attentive au bien-être, puis à ce que tout le monde puisse avoir accès à tout pour leur propre santé. Puis, il considère beaucoup ses externes, entre autres, dans leur santé mentale et être certain qu'ils leur donnent pas trop de travail puis qu'ils sont bien soutenus. Donc, je vois que autant au niveau individuel que populationnel, il est super il tient vraiment la santé à cœur de tout le monde. Donc, ce qu'il vient de démontrer, c'est une stratégie de wellness associée au bonheur, c'est l'expression de gratitude. Et plus vous exprimez de la gratitude envers les gens, envers la vie, plus vous êtes heureux. C'est vraiment excellent, Simon. Bravo. Laurence, une chose que tu as retenue? Oui, ça peut être moi, un message. par rapport à la rencontre d'aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'implication des citoyens vraiment de la région. Là. Je trouve que c'est intéressant d'avoir la vision plus des personnes qui habitent dans la région. Là, puis c'est comme un commentaire par rapport au projet en général, là, mais je trouvais ça intéressant. Merci beaucoup, Laurence. Est-ce que François? Yes. C'est sûr que dans un contexte de pandémie, c'est possible de faire des erreurs, puis c'est attendu même. Mais je pense que ce qui est important, là, c'est d'apprendre des erreurs et de ne pas les reproduire dans un futur lointain. Merci beaucoup, François. Fait qu'évidemment, on pourrait faire le tour maintenant, mais il est déjà 11 heures. Là, on termine avec quoi? Le rapid fire pour Dr. Girard. Karine, tu veux-tu expliquer en terminant pour les 5 piliers qu'est-ce qu'il faut faire? Puis nous, on va faire un clip. C'est un peu la promo de votre de votre podcast. T'en souviens-tu, Karine? Richard, tu veux que je rappelle les 5 thèmes? Oui, juste les 5 thèmes. Puis qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent très rapidement? C'est un mot, en fait. OK. Je parle des 5 thèmes, puis relance pour la suite de ce que tu fais, Richard. Donc, nos 5 thèmes, c'est la gestion de la pandémie, la créativité, l'innovation, le leadership, le bien-être et évidemment la médecine rurale. Dr. Girard, voici le spot. Je vous nomme un de ces piliers-là et vous allez me dire la première chose qui vous passe par la tête. Pandémie. Contrôle. Santé bien-être. Citoyen. Leadership. Gouvernance. Créativité, innovation. Mesures de santé publique. Région rurale. Accès, équité. Ou accès équitable. Excellent. Je veux juste vous dire merci infiniment à tout le monde d'être là aujourd'hui. Puisqu'on a une invitée spéciale, une experte mondiale en pandémie. Joanne, j'aimerais ça te laisser le mot de la fin aujourd'hui. Merci d'être là. Bon, je n'étais pas préparée pour ça, mais non, j'ai rien à rajouter, sinon que j'ai trouvé que c'était une rencontre qui était riche et qui me permet d'être encore, de croire encore à la santé publique, en tout cas au Québec. Donc, je vous remercie beaucoup, Dr. Girard. Merci, Dr. Girard. Je suis heureux de l'entendre. On peut vous libérer. Merci, Dr. Liu. Merci tout le monde. C'était vraiment une rencontre fantastique. Merci, Dr. Girard. Merci pour cette belle activité. Vraiment, c'était très agréable d'être avec vous. Merci beaucoup.